Je vais vous avouer un truc extrêmement étrange, je suis fasciné par les opérations du cerveau. Bon, vous avez déjà tous vu passer ces opérations complètement folles où il y a un patient qui est sur une table, qui se fait ouvrir le crâne en deux tel une mandarine, il y a des chirurgiens qui vont venir enlever tout ce qu'il faut pas, et le mec est en train de jouer d'un instrument, et tout ça pour vérifier évidemment qu'on lui enlève pas les mauvais morceaux. On a tous envie de subir cette opération. Pas du tout. Personnellement, moi je pense que cette fascination pour tout ce qui est cérébral, ça vient du film Hannibal. Quand j'étais petit, il y a une scène qui m'a choc-barre. À un moment donné, il ouvre comme un œuf une de ses victimes, et il va lui faire manger un bout de cerveau, hein, comme une glace. Mais bref, dans cette jungle cérébrospinale de choses incroyables, que ce soit des opérations ou des films qui concernent le cerveau, il existe un moment dans notre histoire où ça a un petit peu dérapé. Il s'est passé des choses encore plus folles. Où littéralement, on soignait des gens en leur enfonçant un pic à glace dans le crâne, notamment au niveau de l'œil. Ensuite, on faisait un peu de bouillie comme ça à l'intérieur, au niveau du cerveau, et on pensait les guérir. Ça marchait, les mecs devenaient des légumes. Et cette opération, ou plutôt cette boucherie-charcuterie, on l'appelait la lobotomie transorbitale. Transorbitale parce que à travers l'orbite de l'œil, évidemment. Et bon appétit, bien sûr. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est une époque où il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de faits. On est sur une opération à peu près, c'est-à-dire qu'on vous met un pieu dans l'œil pour vous enlever un peu de cerveau. C'est pas au millimètre, hein. Ensemble, main dans la main, partons dans le monde merveilleux de la lobotomie transorbitale. Donc la psychochirurgie ou la chirurgie du cerveau, elle a commencé il y a très longtemps avec la trépanation. Cette méthode, elle consistait à percer des trous dans les crânes, tout ça pour essayer de changer les comportements anormaux ou soigner des maladies mentales. Donc vraiment, on venait vous percer des trous, ça se faisait déjà à l'Antiquité. Vous avez le cas de Phineas Cage, qui a notamment marqué un tournant dans l'étude du cerveau et du comportement. Les scientifiques, ils ont alors porté leur attention sur le syndrome du lobe frontal, qui est une partie bien spécifique du cerveau et qui va justement être le centre de la lobotomie transorbitale. C'est derrière l'œil là, c'est comme ça. Il faut savoir que dans les années 30, la lobotomie frontale, comme on l'appelait, elle a été approfondie pour traiter des maladies mentales, mais aussi gérer le surpeuplement dans les hôpitaux psychiatriques. C'était une époque où il n'y avait pas vraiment d'autres traitements efficaces. Soit on attachait les gens, soit on en faisait des légumes en leur mettant des pics à glace dans le cerveau. Vraiment. Donc ça permettait comme ça de gérer une surpopulation psychiatrique. C'est horrible, hein, mais c'est comme ça. Cette méthode, elle est devenue extrêmement populaire dans les années 40, notamment grâce au docteur Walter Freeman. C'est lui qui a popularisé le truc. La trépanation, qu'on peut appeler aussi la tréfination, il y a des petits jeux de mots comme ça des fois, eh bien c'est la plus ancienne intervention chirurgicale documentée effectuée par l'homme. Vous avez des crânes trépanés qui ont été trouvés partout dans le monde, notamment en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Tout ça du néolithique jusqu'à presque aujourd'hui. Enfin même aujourd'hui, vous avez des gens un peu underground qui se font des trous dans le crâne parce que ça leur fait du bien. Dans des caves avec des perceurs, enfin des trucs de fou, hein. Dans l'histoire ancienne, il y a beaucoup de spéculations sur le fait que ce soit des sorciers ou des chamans qui pratiquaient cette opération, mais c'est très probable que même avant, on l'utilisait pour modifier le comportement humain, parce que les maladies psychiatriques, elles existent depuis toujours. Et donc au milieu du XXe siècle, cette pratique, elle a été appelée psychochirurgie. Alors on imagine que ce sont les maux de tête persistants, l'épilepsie ou la possession par des esprits mauvais, qui étaient l'une des raisons pour laquelle un chaman à l'époque aurait prescrit une intervention chirurgicale de la sorte. C'est-à-dire, vous percez un gros trou dans le crâne. Hein. Déjà qu'aujourd'hui, c'est quand même tendu de te percer le crâne, mais alors à l'époque, les mecs, ils étaient là avec un menhir et un couteau, quoi. Non mais n'importe quoi. Le docteur William Holzer, il a affirmé que la trépanation, elle était pratiquée pour traiter l'épilepsie, les convulsions infantiles, les maux de tête et diverses maladies cérébrales que l'on croyait causées par des démons. Et ces démons pouvaient ensuite s'échapper par les trous créés dans le crâne. C'est-à-dire que voilà, on vous perçait comme une passoire. Ça faisait une petite porte pour le démon, comme ça, il pouvait sortir comme ça de votre tête. Ça n'avait pas expliqué, donc c'était l'explication. Fallait pas avoir un démon dans la couille, hein. Bon, on sait tous que dans les civilisations Inca ou pré-Inca, ça existait de manière massive. Et notamment quand la tribu, elle validait l'opération, eh bien on venait inciser sur une personne le cuir chevelu avec un couteau chirurgical et utiliser ce qu'on appelle un tumi sur le crâne pour soulager les maux de tête ou libérer les mauvais esprits qui possédaient les personnes. Alors étonnamment, beaucoup de ces patients préhistoriques ont survécu à la chirurgie, comme en témoignent les signes de guérison osseuse sur les bords des crânes trépanés qui ont été trouvés par des archéologues. On a des preuves archéologiques comme quoi l'opération n'a pas forcément tué les gens, mais on ne sait pas si ça les a guéris de leurs problèmes. D'ailleurs, on ne sait pas pour quel problème ils avaient fait ça. Dans le lot, il y en a forcément qui avaient plus mal au crâne après ce genre de truc, et dans le lot, il y en a aussi beaucoup qui sont morts. Dans la Grèce et la Rome antique, vous avez de nombreux instruments médicaux qui ont été conçus pour pénétrer dans le crâne. Les chirurgiens romains, ils ont développé ce qu'on appelle le terebra, notamment le terebra serrata, qui est un instrument utilisé pour perforer le crâne en le roulant entre les mains du chirurgien. Vous voyez comment on fait du feu avec un bâton? Bah là, c'est pareil, mais dans votre crâne. Ça devait chauffer un peu. Les grands médecins et chirurgiens comme Celsius et Galen ont utilisé ces instruments. Le terebra, il était le précurseur des outils que les neurochirurgiens utilisent aujourd'hui, notamment pour les craniotomies, comme on les appelle. Comme ça qu'on dit quand on perce un crâne. Je vais me faire craniotomiser.
atomisé. Alors au Moyen-Âge et à la Renaissance, la trépanation, elle a été pratiquée non seulement pour les fractures du crâne, mais aussi pour la folie et l'épilepsie. Vous avez plein d'œuvres d'art de cette période qui montrent qu'on faisait vraiment cette pratique de manière assez facilement, comme par exemple cette peinture de Hieronymus Bosch qui s'appelle l'extraction de la pierre de folie. Il y a un instrument qui avait été fabriqué à l'époque par un mec, ça s'appelle une tréfine triangulaire, qui avait été conçue par Fabricius d'Acquapendente. On se servait de ce truc-là pour ouvrir les crânes et les percer. Autant vous dire que ça devait pas faire du bien. Alors quand je mets dans Google tréfine triangulaire, j'ai une truelle à béton. Alors j'espère que c'était pas avec ça qu'ils ouvraient. Il faut noter que les personnes atteintes de maladies mentales, durant toute l'histoire de l'humanité quasiment, elles ont été traitées comme des parias. C'était vraiment des gens qu'on foutait à l'écart, qu'on voulait plus entendre parler d'eux. Ils étaient ostracisés par la société, même avec l'avènement des traitements plus humains à la fin du 19e. Les hôpitaux pour malades mentaux, ils restaient mal préparés pour faire face aux problèmes médicaux et sociaux associés à la maladie mentale. Et ils étaient toujours gravement surpeuplés, donc on peut imaginer la galère. Il faut savoir que le concept de localisation cérébrale, c'est-à-dire le fait que certaines parties du cerveau font certaines choses, eh bien cette chose, elle a été plus ou moins étudiée grâce aux tumeurs qui ont été enlevées au fil du temps. Et là, on s'est rendu compte que, bah voilà, en touchant une partie du cerveau, la personne n'arrivait plus à parler ou à marcher, etc. Donc c'est là que petit à petit, on s'est rendu compte que finalement, chaque partie du cerveau avait une fonction. Vous avez un cas célèbre de lésion cérébrale traumatique qui est connu sous le nom de cas American Crowbar, qui a intensifié l'intérêt des médecins pour le cerveau. Après qu'une énorme barre de fer ait traversé la tête de ce pauvre homme. Il n'est pas mort. J'ai fait même un short dessus. Je vous mets le short quelque part. C'est-à-dire le mec s'est vraiment pris une poutre dans la fif et il est vivant. Bon, après, il a eu quelques problèmes psychiatriques. Il dormait plus. Enfin, des trucs de fou. Il est devenu hyper agressif, il me semble. Tu te fais un trou comme ça dans le crâne, c'est normal. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le short, je vous fais un résumé. On est le 13 septembre 1848 et Phineas Cage, qui a 25 ans, travaille à la construction d'une ligne de chemin de fer près de Cavendish, dans le Vermont. À un moment donné, il est en train de bourrer de la poudre à canon, de l'explosif dans une roche. Sauf qu'il va oublier d'ajouter une couche de sable sur la poudre noire. Grave erreur, ça va lui coûter un pieu dans le crâne. Et par malchance, la barre à mine qu'il utilise, elle va heurter le rocher, ce qui va mettre le feu à la poudre. Et cette énorme tige, elle va rentrer dans sa joue gauche, traverser le lobe frontal gauche, et elle ressort du crâne. À noter que cette barre de fer absolument monstrueuse pèse 6 kg. Elle fait 1,09 m de long et à peu près 3 cm de diamètre, ce qui va lui provoquer des dommages au lobe frontal gauche du cerveau. Et donc ce monsieur va survivre. Pour prendre le bus, ouais, t'es obligé de te baisser, pardon madame, bing bing. Ça me fait penser aux gens qui disent « Ah, j'ai une barre là, j'ai un mal de tête ». Lui, il avait vraiment une grosse barre dans le crâne, hein, vraiment, littéralement. Il va survivre, mais par contre, comme je vous ai dit, c'était plus du tout le même homme. Il va avoir des changements d'humeur et de comportement, tout ça constaté par ses amis et ses collègues. Ce gars-là, de base, il était intelligent, astucieux, motivé et amical, et après l'accident, il va devenir obstiné, agressif, méchant, renfermé, voilà. Ça a vraiment pourri sa personnalité. Et ce syndrome, c'est très particulier parce que ça s'appelle le syndrome du lobe frontal. Les gens ont un choc comme ça au lobe frontal, ça peut arriver, un changement de personnalité. Attention aux patates de forain parce que ça peut vous transformer. Finalement, il va mourir plus tard en 1860 d'une épilepsie près de San Francisco. Le docteur Orlo, il va récupérer son crâne et la barre de fer. À noter que ce gars-là s'était lié d'amitié avec cette barre de fer qui lui avait pété le crâne. C'est-à-dire qu'il l'emmenait partout comme si c'était sa meuf. Ces objets sont donnés au Warren Anatomical Museum à l'école de médecine de Harvard en 1868, après que le docteur Orlo ait terminé son article classique dessus. À noter que le crâne et la barre de fer, ils sont toujours conservés. L'une des toutes premières opérations de psychochirurgie a été réalisée par le docteur psychiatre Gottlieb Burckhardt. Tout ça en Suisse en 1888. Il a retiré une partie du cerveau de son patient, croyant que cette zone était responsable de son comportement anormal. Burckhardt, nom compliqué, on va dire Burckhardt, il a continué en enlevant sélectivement des parties des lobes temporaux et pariétaux de 6 patients. Des zones qui pensaient liées à leur comportement agressif et à leurs troubles psychiatriques. Son travail n'a pas du tout été bien accueilli par ses pairs et la communauté médicale en général. Il a même été totalement désapprouvé. Il a finalement arrêté ses recherches. On lui a dit, frérot, arrête d'enlever le cerveau des gens, c'est pas gentil. Les gens ont besoin de leur cerveau. Arrête de... Non, tu fais pas ça, arrête. Bon, c'était extrêmement barbare, hein. Je veux dire, le mec y allait, il tranchait, voilà, à l'ancienne. On est maintenant en 1935 et lors du 2e congrès international de neurologie à Londres, vous avez une session très importante qui a lieu pour la psychochirurgie. Le docteur John F. Fulton, qui est un psychologiste américain, il a présenté une expérience où 2 chimpanzés
chimpanzés avaient subi des opérations du cortex préfrontal. Ces opérations pionnières ont montré que les animaux perdaient toute expression émotionnelle et n'avaient plus de comportement habituel lié à la frustration. Les changements de comportement observés étaient clairs, mais on comprenait pas encore toutes leurs conséquences. Des décennies plus tard, dans les années 70, des spécialistes ont marqué que le comportement agressif et les accès de rage étaient liés à une faible tolérance à la frustration chez les personnes à tendance sociopathe. Dans tout ce lot de personnes qui étaient venues à ce congrès, il y avait deux docteurs qui étaient très importants, notamment le docteur Antonio Egas Moniz, qui était professeur en neurologie. Il était là avec son collaborateur, le neurochirurgien docteur Almeida. Et tous les deux, ils ont travaillé ensemble dans les années 30 pour effectuer des leucotomies frontales sur des patients atteints de maladies psychiatriques. Ils venaient leur enlever un bout de cerveau. Le travail de Moniz, il soutenait l'idée de Fulton, selon laquelle l'ablation du lobe frontal influençait les comportements agressifs. Et là, vous avez en quelque sorte toute la genèse de la lobotomie qui va commencer à s'installer tranquillement. Vous avez quelques mecs comme ça qui coupent un peu des cerveaux à droite à gauche dans les années 30. On va se rendre compte que ça calme les gens. Forcément, on t'enlève un bout de cervelle, t'es plus calme. Les bases sont posées. Mais également, au fond de la salle, il y avait un mec très connu qui s'appelait Walter Freeman, qu'on a vu tout à l'heure, qui allait devenir extrêmement célèbre pour ses lobotomies frontales qu'il distribuait à tour de bras. La lobotomie frontale, elle consiste à sectionner le cortex. Et la leucotomie, elle vient couper cette matière blanche sous-jacente dans le cerveau pour traiter les troubles mentaux. Et tout ça a connu un grand succès après la Seconde Guerre mondiale. En 1936, Moniz, il a présenté une série de 20 patients traités, et en 1949, il a reçu même le prix Nobel pour son travail pionnier, notamment chez des patients hospitalisés à long terme chez qui on n'avait plus aucune solution. C'est à ce moment précis qu'ils ont commencé à constater certains effets de la lobotomie, et parmi ces symptômes, on trouvait la difficulté à rester concentré, une humeur excessivement joyeuse, un manque d'intérêt pour les activités, mais aussi l'absence de motivation, une perte de contrôle de soi, et une désinhibition totale au niveau social. Et là, ils vont faire le rapprochement avec le fameux Phinéas qui s'était bouffé une barre de fer dans le crâne, parce que lui aussi souffrait exactement de ces problèmes-là. La chirurgie pour traiter les troubles mentaux, elle s'est pas développée de nulle part. À l'époque, il n'y avait pas encore de médicaments qui étaient disponibles, et les traitements comme les thérapies n'étaient pas toujours efficaces ou accessibles pour les patients les plus graves. Les médecins, surtout les psychiatres et les neurologues, qui s'occupaient de ces patients, ils étaient sous pression constante pour trouver des solutions efficaces, tout ça pour améliorer leur comportement, mais surtout pour soulager les souffrances mentales. C'était compliqué. Depuis le 19e siècle, le problème du nombre croissant de patients souffrant de troubles mentaux, pour lesquels il n'y avait pas de traitement efficace à part l'hospitalisation prolongée, devenait de plus en plus grave. Au début du XXe siècle, la situation elle était devenue énorme. Les premiers vrais médicaments, on va dire, qui sont apparus pour soigner les troubles psychiatriques, ils sont arrivés dans les années 50. Avant ça, c'était vraiment freedom tonight. C'était la charcuterie. La seule méthode pour contenir les gens, c'était de les attacher, tout simplement. Ou alors l'isolement dans des cellules rembourrées, les fameuses cellules capitonnées. On a tous l'image absolument horrible de ces hôpitaux psychiatriques qui font peur. À la fin des années 30, la situation des patients dans les asiles, elle était très préoccupante. En 1937, il y avait plus de 450 000 patients dans 477 asiles aux États-Unis, dont près de la moitié étaient hospitalisés depuis 5 ans ou plus. Aujourd'hui, le coût de cette situation serait équivalent à plus de 24 milliards de dollars. C'est pour vous dire à quel point les médicaments ont tout changé. La psychothérapie, comme celle proposée par Sigmund Freud et Carl Jung, elle était extrêmement coûteuse et donc hors de portée pour la plupart des patients qui souffraient de problèmes mentaux. Au début du siècle, Sigmund Freud et Emil Kraepelin, ils avaient des approches très différentes des troubles mentaux. Freud, il va privilégier la psychothérapie, qui était souvent inefficace pour les patients très malades, tandis que Kraepelin, lui, il va préférer des traitements plus directs, comme les électrochocs ou les injections d'insuline. Il me semble qu'on peut se doper avec de l'insuline, mais arrivé à un certain degré, ça peut vous envoyer dans le coma. Et donc, on savait pas quoi faire des autres gens chez qui, rien ne fonctionnait. Dans les années 1930, face à des traitements peu efficaces et des hôpitaux complètement bondés, les docteurs Moniz et Lima vont commencer à travailler ensemble à Lisbonne, au Portugal. Ils vont mettre au point une procédure qui est appelée la leucotomie frontale, qui consistait, comme je vous l'ai dit, à couper les connexions nerveuses entre une partie du cerveau et le thalamus. Alors au début, ils utilisaient des injections d'alcool, mais ensuite, ils ont inventé un nouvel outil, cet outil que voici, qui s'appelle le leucotome. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous enfonce ça dans le crâne? Moi non. Les résultats ont montré que les patients devenaient plus calmes et plus faciles à gérer, même si leurs émotions étaient moins marquées après l'opération. Littéralement, c'était un petit peu fabriquer des zombies. On vous enlève un peu de conscience, finalement, pour vous guérir. De toute façon, la médecine, c'est toujours une question de bénéfice-risque. Peut-être qu'un mec qui se jette contre les murs toute la journée, vaut mieux lui enlever un bout de cerveau pour qu'il soit un peu plus légume, et voilà, qu'il se tue pas ou qu'il fasse du mal à des gens. C'est le grand débat. Aux États-Unis, au début des années 40, le docteur James Watts a collaboré avec le docteur Walter Freeman. Tout ça pour développer la lobotomie transorbitale, la fameuse. Ils ont réalisé la première
première lobotomie frontale aux États-Unis en 1936, la même année où Moniz a présenté ses résultats. Freeman, il a amélioré la technique en utilisant un instrument modifié pour accéder au cerveau par le haut de l'orbite de l'œil. Selon le type de trouble, il réalisait l'opération plus en avant ou plus en arrière dans le lobe frontal. Dépression, ça allait un peu plus loin. Folie passagère, c'était un petit peu à droite. Vous voyez, c'était précis. En 1942, Freeman et Watts, ils vont publier un livre sur leur travail, montrant plus de 200 patients. 63% avaient un état qui s'était amélioré, 23% n'avaient pas du tout changé, et 14% avaient vu leur état se détériorer, ou étaient tout simplement décédés. Ils sélectionnaient vraiment des gens où c'était le dernier recours, on pouvait plus rien faire pour eux, parce que 14% de chance de canner, c'est monstrueux. Donc Freeman, il va partir d'un constat simple, il trouve que ça coûte un peu cher, que c'est un peu lent pour opérer, il va développer un instrument, ce fameux pic à glace, pour opérer assez rapidement. C'est-à-dire qu'à la chaîne, comme ça, il faisait des lobotomies, mais vraiment. Parce que lui, son but, c'est de faire sortir un maximum les gens des hôpitaux psychiatriques qui étaient complètement engorgés. C'est en 1946 qu'il va développer ces fameux instruments en acier, qui ressemblent à des pics à glace et qui étaient enfoncés dans le cerveau à travers les os fins derrière les yeux. Cette méthode, elle a réduit considérablement le temps de l'opération, et les patients n'avaient pas besoin d'anesthésie générale. En fait, on les endormait un petit peu avant l'opération avec une machine à électrode, donc en fait, voilà, on anesthésiait localement un peu avant de vous percer. Alors, initialement considéré comme une dernière solution pour les patients psychiatriques ayant échoué aux autres traitements, Freeman, il a commencé à promouvoir la lobotomie pour traiter la quasi-totalité des problèmes psychiatriques. Il s'est dit, mais j'ai trouvé un truc là, c'est génial. On va enlever un bout de cerveau à tout le monde, ça marche trop bien. Parfois, les femmes, quand elles accouchent, après, elles font des dépressions. On appelle ça des postpartum. Eh bien, il lobotomisait des femmes qui venaient d'accoucher. Alors que c'est un truc qui est très courant, mais aussi pour des simples maux de tête, des douleurs chroniques, de l'indigestion nerveuse, de l'insomnie et des difficultés comportementales. C'est-à-dire que tu le voyais dans la rue, il était avec son pic à glace comme ça, fallait pas le croiser. Vous avez beaucoup de patients et leurs familles qui étaient reconnaissants et envoyaient des lettres de remerciements et des cartes de Noël à Freeman. Mais vous avez d'autres gens chez qui c'était catastrophique, voilà, il en a fait des zombies, c'était des trucs de fou. C'était un peu la loterie, hein, voilà, fallait quand même avoir un peu confiance. Parmi les patients de Freeman se trouvait Rosemary Kennedy, qui est la sœur du futur président John Fitzgerald Kennedy. Elle est devenue incontinente et incapable de parler clairement après une lobotomie à l'âge de 23 ans. Au cours de sa carrière, Freeman, il a réalisé des lobotomies sur 3500 personnes, dont 19 enfants, le plus jeune ayant seulement 4 ans. Faut m'expliquer quand est-ce qu'on lobotomise un enfant de 4 ans. En 1952, le psychologiste John Fulton, il a annoncé la fin de la lobotomie au profit de techniques de neurochirurgie un petit peu plus précises. Avec l'arrivée de certains médicaments comme la chlorpromazine en 55, mais aussi l'allopéridol en 1967, évidemment, le traitement des troubles mentaux, il a beaucoup évolué et on a complètement abandonné cette boucherie. Ça a aidé des gens à l'époque, ça en a tué certains, ça a fait avancer la science, mais c'était quand même incroyable. Évidemment, quand on a pu s'en débarrasser, on a arrêté tout de suite. En 1971, Freeman, il a publié une étude sur 707 patients schizophrènes ayant subi une lobotomie. Il a noté que même si la plupart s'étaient améliorés, 73% étaient encore hospitalisés ou devaient être complètement assistés. Évidemment, puisque nous vivons dans un monde absolument patriarcal où les femmes, surtout à l'époque, étaient encore moins considérées, il y a eu des abus, évidemment, sur les femmes, ce qu'on a appelé la lobotomie féminine. Il y a une étude qui a été menée par 3 neurochirurgiens français qui montre que sur 1129 patients lobotomisés entre 1935 et 1985 en France, en Belgique, en Suisse, 84% étaient des femmes. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, à l'époque, le consentement d'une femme ou d'une jeune femme, il était moins important que celui d'un homme. En fait, on leur demandait même pas leur avis, tout simplement. Ça permettait comme ça d'avoir des patients tests assez facilement, on prenait des femmes, personne n'allait se plaindre. À vrai dire, la première personne à subir une lobotomie, eh bien, ce sera une femme. C'était le 12 novembre 1935. Cette première opération réalisée par le docteur Moniz sur une ancienne prostituée de 63 ans qui souffre de mélancolie ou plutôt de dépression, mais aussi des idées paranoïaques. Cette patiente, elle avait été transférée la veille de l'asile de Bombarda où elle était au service de Moniz qui avait préparé l'intervention en secret. C'est-à-dire que la pauvre meuf, la veille, elle était sur un trottoir, le lendemain, elle était à l'asile, le surlendemain, elle était chez Moniz à se faire percer le crâne. Non mais pour vous dire à quel point on en avait rien à foutre. 2 mois après l'opération, Moniz, il a jugé que l'intervention avait été un succès. Parce que la femme était devenue plus docile. La raison pour laquelle plus de femmes ont subi des lobotomies que des hommes, elle est liée à une attitude sociale et médicale de l'époque. Les femmes, elles étaient souvent, et surtout plus facilement, diagnostiquées avec des troubles mentaux en raison des préjugés extrêmement sexistes d'avant. Vous avez également les familles qui étaient plus susceptibles d'accepter des traitements extrêmes appliqués aux femmes plutôt qu'aux hommes. On envoyait les femmes en cobaye, littéralement.
Comme toute bonne chose ont une fin, la lobotomie elle a fini par décliner. On estime entre 40 000 et 100 000 le nombre de lobotomies qui ont été réalisées entre 1930 et 1960. Cette pratique elle a commencé à disparaître dans les années 50, lorsque, comme on a vu, les traitements médicamenteux ont commencé à apparaître, notamment les antipsychotiques ou les antidépresseurs, qui ont offert des alternatives bien plus efficaces et moins dangereuses. À l'époque, la lobotomie elle était de plus en plus critiquée à cause de ses effets secondaires extrêmement graves, qui pouvaient entraîner des changements de personnalité, des troubles de la mémoire, mais aussi d'autres problèmes importants. Et je vous passe pas les infections des méninges, du cerveau et autres, c'était pas beau à voir. Vous avez comme ça de plus en plus de médecins et de chercheurs qui ont commencé à remettre en question l'éthique de la procédure, et ils vont souligner le manque de preuves solides, voilà, sur l'étude et sur l'efficacité réelle de la chose. Dans les années 60-70, la popularité de la lobotomie elle a encore chuté avec le développement de nouvelles thérapies et approches plus humaines pour traiter les maladies mentales. La dernière lobotomie connue, elle a eu lieu dans les années 70, et depuis ça a été complètement abandonné. Mais attention, tout n'a pas disparu encore aujourd'hui, parce que on en a tiré des choses de tout ça, évidemment, on apprend comme ça, la science apprend. Par exemple, aux États-Unis, on pratique un truc qui s'appelle la cingulotomie. Et donc cette cingulotomie, elle est parfois utilisée pour traiter des troubles obsessionnels compulsifs graves qui vont pas répondre à certains médicaments ou thérapies classiques. On vient aussi vous ouvrir le crâne pour vous enlever un morceau de cerveau. C'est une sorte de variante de la lobotomie, un petit peu plus précise et plus propre. Donc avant l'opération, les médecins ils vont faire des IRM pour localiser exactement la partie du cerveau à traiter. Et ensuite, après avoir anesthésié le patient, ils vont percer des petits trous dans le crâne pour atteindre une zone spécifique qu'on appelle le faisceau cingulaire. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus précis, hein. On vient cibler exactement un endroit où on sait que si on vient trifouiller un petit peu dedans, ça enlève des comportements obsessionnels compulsifs. Ensuite, on va venir mettre des électrodes à l'intérieur. On va utiliser des radiofréquences pour littéralement brûler une petite partie du cerveau, qu'on appelle la radiochirurgie ou la stéréotaxique, pour modifier ou détruire les tissus nerveux dans cette zone. Tout ça, évidemment, dans le but de soulager les troubles obsessionnels compulsifs. Et ça fonctionne. Vous avez également l'électroconvulsiothérapie, qui est souvent appelée électrochoc, qui va faire son retour. Autrefois, elle était critiquée pour son utilisation excessive et ses effets secondaires. L'ECT, comme on l'appelle, elle est maintenant reconnue pour son efficacité dans le traitement de la dépression sévère, qui ne répond pas aux autres traitements. Lorsqu'elle est pratiquée dans des conditions médicales adéquates et avec des techniques modernes, l'ECT, elle peut apporter des bons résultats. Donc, ça peut paraître impressionnant, mais ça fonctionne. Cette méthode, elle consiste à appliquer évidemment des impulsions électriques contrôlées au cerveau pour provoquer des convulsions, ce qui va aider à améliorer la dépression en modifiant la chimie du cerveau. J'imagine que ça marche très bien, mais c'est vrai que ça reste quand même assez bourrin parce que tu balances un courant électrique. Dans le futur, c'est sûr que c'est voué à disparaître ou du moins à être modifié, à devenir de plus en plus précis. Il y a des nouvelles techniques comme par exemple la stimulation magnétique transcrânienne répétitive ou TMS, qui a proposé des traitements non invasifs pour divers troubles du cerveau. La TMS, elle utilise des impulsions magnétiques, tout ça pour stimuler des zones précises du cerveau sans nécessiter de chirurgie. Et donc en ciblant spécifiquement les régions liées aux symptômes, la TMS, elle peut aider à améliorer des conditions telles que la dépression, tout en évitant les risques de complications associées aux méthodes plus invasives. Je crois que j'avais vu un mec comme ça qui avait Parkinson, on lui balançait des radiofréquences sur un endroit précis de son crâne, enfin de son cerveau plutôt, et après, bah, il tremblait plus, donc ça avait marché. C'est peut-être ça, une TMS qu'il a eu. Ce docteur Freeman qu'on a vu tout à l'heure, c'était un peu un fou. Il a arpenté les États-Unis pour faire des lobotomies, notamment dans un véhicule qu'on appelait la lobotomie mobile. Le mec était tellement chaud, il voulait faire des démonstrations complètement incroyables, que parfois il perçait avec 2 pics à glace dans les 2 orbites ses patients. Tout ça pour impressionner les gens qui le regardaient. Je pense que la question va venir en commentaire, on ne perçait pas l'œil, hein. En fait on passait vraiment à l'intérieur, là derrière, et on contournait l'œil pour percer derrière, donc on gardait sa vue, évidemment. Donc ce docteur Freeman, il se baladait comme ça dans son camion, et il allait percer des crânes toute la journée. Une véritable passion. Riding with my gal beside me, I'm as happy as can be.